Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Comme chaque week-end, on va découper cette vidéo en deux parties. La première partie macro indice et la deuxième partie plus dans la micro, les analyses actions. Donc on va attaquer cette semaine avec le Nasdaq. Nasdaq, pour bien comprendre plusieurs choses. D'une part, ça a été une sacrée balade cette semaine, c'est-à-dire que bon, on n'a rien appris de nouveau, il ne s'est rien passé de nouveau. Alors bien sûr, toujours des résultats. Powell devait parler mardi. Et Powell nous a dit exactement, strictement, en même temps, il faut bien conserver un petit peu de cohérence, exactement ce qu'il nous avait dit la semaine dernière sur la Fed. Donc dans un premier temps, le marché a acheté la nouvelle, dans la foulée, on l'a vendue, et ensuite on a clôturé la séance à la hausse. Donc là, voilà, c'est typiquement, on est dans un marché où on rentre dans cette dualité-là. C'est-à-dire que dorénavant, maintenant qu'on a eu le soulagement sur le fait que on avait pricé en 2022 de la récession. Finalement, il n'y a pas de récession, c'est que du ralentissement économique. On avait pricé la Fed qui monte les taux à Tatooine. Finalement, enfin, c'est pas finalement, mais on arrive à un plan, Powell nous décrit un plan qu'en gros, il y a un objectif et donc en gros, le plus dur est passé. Donc on a joué ce soulagement-là, aidé également par du flux, aidé par des rachats de short, etc., un vrai squeeze. Et à partir de ce moment-là, cette semaine, je veux dire, on a eu le blocage sur le fait que, voilà, maintenant, on a tout sur la main. Donc en gros, on rentre dans la dualité, ou ce dont on a déjà parlé ces précédentes semaines, ça va être maintenant qu'une question de qu'est-ce qu'on anticipe sur la suite et avec combien d'avance on va l'anticiper. Parce que se dire maintenant que la Fed va moins monter les taux, se dire qu'on est dans de la désinflation, ça, c'est le meilleur des mondes possibles, et quelque part, on l'a pricé. On va avoir le CPI mardi prochain, et ça va être là aussi très important. Parce qu'en gros, comme on le voit au niveau des prix de l'énergie, sauf aujourd'hui où ça a un petit peu bougé, parce qu'on se rappelle qu'il y a toujours la guerre en Ukraine, et qu'éventuellement on essaye de pousser les lignes, potentiellement c'est ce qu'on a, hein, quand on voit un certain nombre de personnes qui nous expliquent que l'Ukraine a déjà gagné, que la Russie a déjà perdu. Globalement, est-ce qu'on n'essaye pas de pousser Poutine à l'action à lancer, on va dire, entre guillemets, l'assaut final, et de par ce biais-là, éventuellement le pousser à faire une erreur, etc. Mais grosso modo, il faut, voilà, quand on écoute un petit peu tous ces éléments-là, il faut se rappeler que ça va faire bientôt 1 an, malheureusement, et que même si tout porte à croire que ça va durer, il n'y a pas vraiment de gros intérêt pour que ça dure des deux parties. Mais en gros, ça se joue là. Et on se rappellera donc que aujourd'hui, on a désinflaté énormément les prix des matières premières, et le prix des matières premières énergétiques, c'est ce qui impacte essentiellement le panier inflation, avec la consommation. Et donc, avec cette désinflation, globalement, ça a permis à l'inflation de bien baisser. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, c'est la pente qui va être importante. C'est-à-dire que le CPI qui va sortir mardi, très probablement sera dans le sillage des précédents, parce que on est toujours dans des prix de l'énergie bas. À partir de ce moment-là, la question sera uniquement, est-ce que le marché va se focaliser sur le fait que le CPI prouve que la désinflation poursuit son chemin, et que donc les banques centrales vont poursuivre leur chemin également en augmentant leurs taux, mais dans l'objectif qu'elles ont, la guidance qu'elles ont déjà donnée, et donc pas au-delà, ou est-ce qu'on va commencer à se projeter et se dire que même si ce CPI-là est en dessous, dans l'idée en dessous des attentes, donc encore meilleur, même si ce CPI-là, il est justement dans cette idée qu'il nous valide bien la désinflation, est-ce qu'on ne se projette pas à 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, pour se dire que les statistiques du chômage, à un moment donné, elles vont démontrer que la hausse des taux, les taux à 5%,
impacte l'économie. C'est juste un processus lent, c'est juste le fait qu'on sort du Covid et que donc on est toujours quelque part dans ce rattrapage du Covid, on est toujours dans cette transition et ça dure longtemps, c'est important, il faut quand même rappeler et relativiser le choc et l'impact qu'a eu le Covid. Et donc du coup, c'est est-ce que le marché va se mettre à se projeter sur, ok très bien, on a évité la récession sur la première partie de l'année, mais potentiellement on va se la taper sur la seconde partie. Donc à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, le marché va se projeter et va se dire, ma désinflation oui, mais potentiellement je vais moins désinflater que ce que je prévois ou pas suffisamment fort. Si je désinflate trop fort, mais vraiment très 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 fort, ça veut dire que je vais me taper la récession. Donc en gros, si vous voulez, c'est comme si on avait un petit peu mangé notre pain blanc, qu'on avait un petit peu été dans le meilleur des mondes possible. Donc le CPI la semaine prochaine peut très bien être acheté parce qu'il peut être vu dans cette idée que oui, ça nous valide la désinflation, ça nous valide que les banques centrales vont rester là. Et ça nous valide que l'économie, certes, est en ralentissement, mais c'est pas majeur. Donc on va encore, certes, avoir une baisse des résultats des entreprises, mais moins que ce qu'on avait prévu. Donc est-ce qu'il nous reste, est-ce qu'on a déjà pricé tout ça, ce meilleur des mondes possible, ou est-ce qu'il nous reste encore quelque chose à pricer? Potentiellement revenir chercher les 13 000 points sur le Nasdaq, ce genre de choses-là. Mais la question pour moi, et le vrai risque en fait, c'est surtout de se dire à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, le prix de l'énergie, donc à partir du moment où on a une réouverture de la Chine, où le ralentissement économique n'est pas une récession, on a du consommateur. Les marchés financiers ont bien remonté, ça donne l'effet de richesse également, donc on se retrouve avec toujours de la consommation. À partir de ce moment-là, c'est donc que la désinflation, il va bien falloir s'attendre, ça sera peut-être pas visible d'ores et déjà dans le résultat de mardi, mais le marché peut se projeter et se dire, ok, dans quelques mois, mon CPI va prouver que la désinflation va commencer à réduire la vitesse de la pente. Et à partir de ce moment-là, donc, je commence à me poser la question et à me dire, eh bien, si mon inflation revient parce qu'éventuellement j'ai une réinflation de mes matières premières, même si ce n'est que du rebond comme on en a parlé, même si c'est que sur le gaz naturel, etc., même si c'est que du rebond technique par rapport à la baisse que nous avons connue sans remettre en cause la tendance baissière de fond, c'est des rebonds au prorata qui peuvent faire plus 15, plus 20, plus 30%, et ça sur un CPI mensuel, ça peut, pendant un mois, 2 mois, empêcher justement, tout en étant dans un cycle majeur d'une tendance de fond à la désinflation, vous pouvez avoir un mois, 2 mois où cette désinflation est moindre parce que vous avez une remontée des prix de l'énergie. Et ça, il ne va pas falloir l'omettre, il ne va pas falloir croire que ça va être un long fleuve tranquille et qu'on va désinflater jusqu'à 2% d'inflation comme ça en ligne droite. Il faut s'attendre à ce que sur 2023, on ait comme ça quelque chose d'un petit peu plus saccadé. Et donc du coup, que ça relance des sous-vagues, d'une part sur les valeurs pétrole, sur les valeurs gaz, les valeurs donc plus orientées énergie, value et compagnie, et que les valeurs de croissance qui ont bien rebondi, qui ont fait leur sous-vague, etc., éventuellement corrigent sur le fait que, je vais continuer éventuellement à désinflater sur du long terme, mais je vais peut-être avoir une sous-vague où mon inflation va redevenir un petit peu linéaire à cause de mes prix de l'énergie, et donc je vais avoir une espèce de flottement où je vais me dire, ok très bien, j'ai que du ralenti, j'ai pas la récession à aujourd'hui, mais éventuellement sur la fin de l'année, c'est quelque chose que je vais remettre sur la table. J'ai de la désinflation aujourd'hui, mais éventuellement d'ici la mi-année, etc., je vais plutôt me dire, je désinflate, mais pas suffisamment vite. Donc du coup, je relance sur, est-ce que mes banques centrales vont continuer soit de maintenir les taux il y aura la peur évidemment que les banques centrales continuent de monter les taux plus haut que les guidances qu'elles ont données, mais ça j'y crois pas trop parce qu'il y a une problématique de dette, on est très endetté et donc on ne peut pas non plus se donner les moyens de continuer de monter les taux au-delà du niveau d'inflation parce qu'à un moment donné il y aura des refinancements et ça va coincer. Et donc le seul truc, c'est de se dire, on maintient les taux à des niveaux hauts, et les baisses de taux que le marché avait anticipées pour la fin d'année, début 2024, on va les repousser.
Donc en gros, vous avez bien compris cette dualité, comment ça va se témoigner sur le marché? Bah, très certainement par un gros zigzag et par un marché qui va se chercher pendant un certain temps et qui va nous construire une figure. Et ce n'est que la sortie de cette figure large, éventuellement, qui va congestionner au fur et à mesure des mois, qui deviendra donc de plus en plus visible au fur et à mesure des mois, que l'on pourra se dire, on en sort par le haut, on en sort par le bas, et c'est là où le marché va privilégier un certain nombre de choses. Si on revient donc à notre Nasdaq, on a eu une bonne congestion ici, ça nous a bien secoué. Personnellement, j'avais le quintet, mais je ne l'ai pas eu dans l'ordre, et je le rappellerai jamais assez. La problématique, hein, c'est typiquement la problématique en bourse, c'est pas réellement d'avoir raison ou d'avoir tort, c'est toujours la taille de position. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez, on pouvait toujours vous dire, bah, et si vous n'avez pas tenu les positions, c'est mon cas, c'est une problématique de taille de position. Et après, c'est plus compliqué pour rentrer, il faut se forcer. Donc le seul moyen, si vous voulez, c'est de réduire la taille des positions pour pouvoir se remettre en disposition et resuivre le plan. Donc là, au niveau du Nasdaq, on a attaqué la conso. Donc on a cassé les 12 500 points, on attaque la conso. Cette conso, elle est en train de revenir chercher la moitié du chandelier qu'on avait eu post-Fed. Et en gros, donc on a une zone support sur les 12 230 points. Et après, on peut aller chercher plus bas, je dirais, jusqu'à la zone des 12 100. Et ça, typiquement, c'est une correction, ça fait peur. Donc comme j'ai titré, c'est voilà, il suffit globalement de une ou deux séances comme ça à -1, -2% pour que tout le monde se dise que ça y est, la fête est finie, que c'est le crack, que c'est la fin du monde. Et tout ça, on oublie d'où on vient. Donc on a quand même gagné 2000 points en ligne droite sur le Nasdaq, et aujourd'hui, voilà, on en retrace 600 en 2 séances. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est que même si le Nasdaq revenait, hein, je vais être exprès, je vais aller loin, même si le Nasdaq revenait sur les 11 700 points, ça ne remettrait pas en cause la tendance et le signal que nous avons eu depuis le mois de janvier. Ça ne remettrait pas en cause justement cette phase de retournement. Ça validerait juste qu'on corrige le mouvement acheteur qui a été exponentiel, peut-être un petit peu trop, mais ce qui va s'en suivre derrière, c'est justement la construction du retournement. Et ça, si on en sort par le haut, on le validera, si on en sort par le bas, on l'annulera. Mais donc c'est bien important de bien comprendre que maintenant on rentre dans une phase où on va certainement connaître pas mal de zigzags, et ça va nous permettre de construire la suite, de construire nos congestions et de pouvoir valider un petit peu la suite dans un range qui est assez large, que je mettrai entre les 11 000 points et les 13 500 points. Et tant que vous allez rester là-dedans, d'un point de vue moyen à long terme, c'est très neutre, mais d'un point de vue court terme, ça peut être assez volatile et assez large, et donc vous pouvez avoir du zigzag. Mais ce n'est qu'en sortant de cette zone 11 000, allez, 11 000 points, 13 500 ou 10 500, 13 500 pour faire 3 000 points d'écart, ce n'est qu'en sortant de cette zone-là qu'on aura une nouvelle tendance durable long terme. Soit une relance de la tendance haussière, soit une cassure de cette phase de neutralité par le bas, et là, le vrai déclenchement de la tendance baissière. Mais là, en gros, voilà, on commence à peine, on est au milieu de la figure et on va commencer à peine à construire. Et ça peut durer des mois, ok? Donc là, dans un biais court terme, on est en train de revenir sur une zone, on va chercher où est le support, typiquement 12 200, 12 100, jusqu'aux 12 000 points. À très court terme, ça peut être la zone. Il y a le CPI mardi, comme je vous l'ai expliqué, le chiffre peut sortir comme il veut, ça sera une question d'interprétation. Est-ce que le marché va être bête et méchant et juste interpréter à l'instant T et se dire bah, j'achète parce que ça me valide mon soulagement à partir de ma Fed maintenant, le plus dur est passé derrière et j'ai de la désinflation, ou est-ce qu'on va commencer à réfléchir et à se projeter et à se dire ok peut-être que je l'achète là à l'instant T, mais derrière je réfléchis et je vends la stat parce que je me dis ok mais j'ai déjà pricé le meilleur des mondes possible et je pense que d'ici quelques mois les prochains rapports de l'emploi, les prochains CPI démontreront que on commence à attaquer le dur dans le ralentissement économique et ça va commencer à impacter le chômage, c'est qu'une question de temps. Et au niveau de ma désinflation, à un moment donné, je ne vais pas réussir à désinflater jusqu'à 2% en ligne droite. Je vais avoir une problématique parce que mon économie va mieux que prévu.
Et ensuite, j'ai la Chine, et ensuite, j'ai toujours mes problématiques énergie. Et à un moment donné, on va bien se rendre compte que j'ai un déficit d'offres sur l'énergie. Alors c'est bien beau, évidemment, de la jouer. On interdit aux banques d'investir dans les projets d'hydrocarbures et compagnie. Mais la problématique de ça, c'est que on en a toujours besoin pendant 10, 15, 20 ans. Et on va justement s'auto-saborder l'offre, puisqu'on n'investit pas dans les nouveaux projets. Donc on n'arrive pas à augmenter l'offre, mais la demande, elle, continue d'augmenter. Et à partir de ce moment-là, on fragilise encore plus le déficit offre et demande, et donc la variable d'ajustement, c'est le prix. Donc après, les États-Unis, tout ça, on peut continuer pour des raisons politiques de vider les cuves, les réserves stratégiques, mais au bout d'un moment, si vous voulez, les réserves stratégiques, elles sont vides, et il faut bien les re-remplir. Et en les re-remplissant, eh ben, c'est une demande supplémentaire également qui vient en socle du prix du pétrole. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que le pétrole, on peut se réjouir qu'il a bien baissé ces derniers mois, etc. Mais à un moment donné, si vous voulez, il y a quand même un socle en dessous duquel il ne peut pas réellement passer, parce qu'on se retrouve dans ce déficit-là. Et ça, pour moi, ça remet sur la table donc le sujet inflation linéaire. C'est-à-dire, on ne retrouverait plus l'inflation exponentielle comme on a eu au sorti de la Covid, mais on se retrouverait avec une inflation qui est là, présente, mais d'une manière plus linéaire, donc plus tranquille, une augmentation des prix, mais d'une manière plus tranquille. Et ça, éventuellement, on verra plus tard si c'est le nouveau normal ou si on remet la déflation sur la table et compagnie. C'est encore trop tôt pour vraiment esquisser la suite. Donc là, pour moi, voilà, ce qui va être important, en gros, c'est de savoir où le Nasdaq va trouver le support. À titre personnel, voilà, je dirais 12 200, 12 100, 12 000 points, on est dans la zone. Et ensuite, ce qui sera encore plus important pour moi, c'est quand on va rebondir, avec quelle force on va rebondir. Et là où ça risque de bloquer, c'est les 12 500 points. 12 400, 12 500 points, c'est le premier niveau de résistance. Et donc, tant qu'on ne repassera pas ce niveau-là, on ne pourra pas relancer la hausse sur le Nasdaq pour aller chercher à nouveau les 13 000 points et ensuite essayer d'aller chercher ce gap ici et d'aller chercher le haut du range beaucoup plus long terme, 13 500, etc. Mais bon, il va falloir procéder par étapes. Donc là, on a connu la première étape, on est en train de vivre la deuxième étape maintenant, qui est la phase de digestion. Et il faut voir donc avec quelle profondeur la digestion va prendre et combien de temps la digestion va prendre. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le plus important de pouvoir suivre. Et donc là, je veux dire, à court terme, ça peut être suffisamment volatile et intéressant, mais pour l'investisseur de moyen terme, je veux dire, c'est un début de marché qui est moins intéressant, où c'est important de rester plus observateur et de rentrer sur des niveaux que vous avez prédéfinis, etc. Mais voilà, d'être plus observateur et d'être plus patient. Quand on va regarder le 10 ans américain, l'obligataire, c'est ça pour moi qui est très intéressant, c'est que vous le voyez, les taux continuent de se tendre. Donc on a le dollar qui continue de se retendre, on a les taux qui continuent de se tendre, donc vous le voyez, on avait depuis une semaine une non-cohérence entre ce que nous disait le marché obligataire, qui joue donc plutôt, je dirais, la vision future, qui est de dire, ok, le futur quand même, c'est qu'on ne va pas réussir à désinflater autant qu'on veut, et donc à partir de ce moment-là, mes banques centrales vont maintenir des taux élevés, voire me rajouter un 0,25, etc. Donc là, voilà, c'est là où on est. Mais ensuite, par rapport au marché qui, eux, ont joué le soulagement, mais pour moi, voilà, beaucoup de ventes à découvert, des rachats, des squeezes, etc., on l'a bien senti. Mais là, également, ce qu'il faut se dire, c'est, attention, il ne faut pas conclure. Parce que ce qui est en train surtout de se passer, vous le voyez, c'est qu'on était dans une tendance baissière, on est en train de faire un rebond au prorata, et là, dorénavant, on est en train de corriger ce rebond, mais absolument pas de l'annuler. Donc en fait, on est en train, là aussi, de construire une figure assez large de neutralisation. Et ce n'est que lorsqu'on cassera cette figure de neutralisation par le haut ou par le bas, que l'on validera la prochaine tendance. Si on casse par le bas, on valide l'inflation est de retour, oh mon Dieu, on va tous mourir, on va nous monter les taux, etc. Si on casse par le haut, on valide donc la baisse des taux, et ça voudra dire qu'on commence à pricer qu'on va se prendre la récession pour la fin d'année, etc.
Donc ça, c'est important de regarder le 10 ans américain, parce que là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de se neutraliser. Et donc de lui-même, il est en train de nous démontrer, je veux dire, que ces prochaines semaines, ces prochains mois, éventuellement, on va construire la suite, on va construire le futur. Mais en gros, les mouvements peut-être un petit peu psychédéliques qu'on a eu sur les actions ces derniers temps, là, tant qu'on est encore large dans la figure, ça peut encore pas mal bouger, mais au fur et à mesure, on va réduire les éléments. On se fait un coup de pétrole, et le pétrole, c'est l'idée de se dire que vous êtes dans une correction de moyen terme, mais qu'à long terme, on est toujours haussier, et qu'on est en train, vous le voyez, de valider une espèce de congestion dans la figure ici. On casse ici par le bas, c'est la récession qui prend le dessus. On casse par le haut, c'est l'aspect inflation linéaire, avec sous couvert qu'on se rappelle qu'il y a quand même la guerre en Ukraine et potentiellement des nouvelles escalades. Pour autant, on est là aussi très neutre, hein. Je dirais entre une zone entre 75 $ et 100 $, c'est large, mais en fait vous êtes très neutre. Donc c'est là aussi où c'est important, on rentre dans un marché où on va être noyé par le bruit. C'est-à-dire qu'on a de la volatilité et qu'on va être constamment balancé d'un côté et de l'autre. C'est le krach boursier, l'inflation qui revient, on va tous mourir, le pétrole qui repart à la hausse, le gaz naturel qui repart à la hausse, mais non, en fait ça repart à la baisse, etc. Et on va se faire balader, balloter d'un côté et de l'autre. Mais ce que vous devez retenir, c'est que si vous prenez le recul nécessaire, si vous pensez long terme, il faut juste vous dire qu'on peut remonter à 100 $ sur le pétrole, ça ne change rien à l'affaire, c'est neutre, moyen terme. Okay, vous êtes dans une large figure. Et après, donc on peut pas mal zigzaguer dans cette large figure, et ce n'est que si on casse par le haut ou par le bas qu'on a réellement la tendance long terme qui se dessine à nouveau. Donc on casse par le bas, on se dit, ok, récession, on va y avoir droit pour la fin d'année. On a repoussé un petit peu les limites. Et si on repasse au-dessus des 100 $, on se remet un coup d'inflation et on se remet un coup de pression, d'escalade sur la guerre et compagnie. Et c'est également la même chose que je veux vous montrer rapidement sur le gaz naturel. Alors sur le gaz naturel américain, et c'est juste pour vous montrer le dégonflement, donc la désinflation, ok, très bien, et c'est bien pour vous dire qu'aujourd'hui, dans les chiffres de désinflation qu'on a, c'est essentiellement l'énergie. Mais du coup, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un rebond du gaz. Vous n'êtes pas à l'abri que le gaz revienne sur les 3,50 $. Et 3,50 $, ça restera en dessous des niveaux qu'on avait juste avant l'avènement de l'Ukraine. Donc ça restera encore des prix qui ne sont pas majeurs. Okay, alors en Europe, ils seront plus élevés, etc. Très bien. Mais là, je regarde surtout l'américain, justement, pour dégrossir le côté spécifique de crise énergétique en Europe et compagnie. Mais du coup, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que 3,50 $, on est à 2,50 $, ça fait 1 $. Okay, c'est 30-40% éventuellement de hausse sur le gaz naturel qui peuvent servir à faire les gros titres en disant « Oh mon Dieu, le gaz naturel est en train de remonter à 30%. » Mais vous, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'en gros, c'est une sous-vague. Donc c'est une sous-vague de remontée des prix de l'énergie qui ne remet absolument pas en cause la grosse vague qui est la désinflation et la baisse, mais qui suffira sur quelques semaines, quelques mois, à refaire baliser le marché sur l'inflation, le truc, le machin. Ok, donc ça, il faut le garder en tête de pont, que c'est une possibilité, et ça fait 2-3 semaines peut-être que je vous en parle, et que donc éventuellement c'est une des sous-vagues qui peut se mettre en place. Mais là aussi, il faudra éviter, si ça se met en place, de penser que c'est quelque chose de durable, etc. Je le jouerai encore en sous-vague, encore à ce stade-là. Du coup, on finit par arriver sur le CAC 40, et le CAC 40, on le voit, donc était très étendu, qui finit ici par nous faire la mèche haute hier, et aujourd'hui, tenter l'attaque et la mèche basse. Donc en gros, on sent bien qu'on manquait de jus pour monter plus haut, mais on va retrouver des acheteurs assez rapidement. Et c'est toute la dualité de ce marché. C'est finalement, si vous voulez, c'est que maintenant, si les marchés baissent, au lieu de penser krach boursier et compagnie, il faut vous dire qu'il y a énormément de liquidités et que vous avez énormément d'investisseurs qui ont été réveillés quelque part de là où ils étaient coincés sur la fin de l'année, en mode risk off, je garde du cash,
j'attends patiemment, etc., et qui voudront re-rentrer. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien se dire, c'est que même si le marché baisse, je ne crois absolument pas que le marché baissera en ligne droite, et je pense qu'il y aura un certain nombre de niveaux qui seront, et de supports qui seront achetés. Tout simplement parce qu'il y a encore des liquidités. Tout simplement parce que, comme on en avait parlé il y a 6 mois, tant que vous n'êtes pas en récession, tant que les gens ne doivent pas sortir leur argent des fonds d'investissement et des trackers, ben, le flux, il est toujours positif. Et là, et vous avez beau avoir une économie qui n'est pas nécessairement rose, si vous avez de l'argent, du flux qui est non nécessaire à la vie de tous les jours, et qui reste investi sur les marchés, eh ben il continue à devoir s'investir. Donc on continue à avoir des marchés qui arrivent à être soutenus. Donc pour moi, je ne pense absolument pas que le marché sera retourné comme une crêpe. Oui, on peut avoir de la volatilité au prorata des hausses que nous avons connues, mais je pars du principe que ces volatilités-là seront vues comme des opportunités d'achat par ceux qui ont loupé le train, par ceux qui ont pris le train mais qui voudront accumuler, parce qu'ils croient que ça va s'améliorer, ça va être encore meilleur, et par ceux qui ont pris le train, ont pris leur profit et voudront revenir plus bas. Donc des gens un petit peu plus actifs. Mais donc globalement, voilà, je pense que il faut pas craindre quelque part la baisse, parce que pour moi, on n'est pas dans du retournement baissier de la tendance, hein. On est dans de la conso éventuellement qui peut démarrer, mais c'est tout à ce stade-là. Alors après, le seul point majeur là, c'est qu'on peut retrouver de la volatilité. Ça, c'est le seul truc. Ensuite, la volatilité, c'est ce qu'on a eu sur l'or, mais il faut là aussi proratiser par rapport à là d'où on venait. Donc on a fait un très bon rebond sur l'or, on est en train de le corriger, et je veux dire, on n'a même pas corrigé aujourd'hui la moitié de la hausse sur l'or. Donc on ne peut pas se redire, ça y est, le scénario sur l'or, etc., c'est pas bon et compagnie. On est en train d'avoir une sous-vague, qui est donc un rebond des taux, un rebond du dollar, et donc une baisse des matières premières, notamment aurifères. Donc à partir de ce moment-là, c'est est-ce que ça va suffire et on va rebondir, et la figure que l'on va construire. C'est ça qui nous intéresse maintenant. C'est une fois qu'on a subi le premier correctif, ça va continuer d'être acheté, et ça va nous permettre de construire la figure. Ou alors, on va corriger un petit peu plus fortement vers la zone des 1800 $, mais c'est la même chose, ça va permettre de rebondir, et au fur et à mesure de ces quelques prochaines semaines, on commencera à pouvoir découper la figure. Et c'est lorsqu'on aura découpé la figure que là, ça nous intéressera pour faire du swing, pour faire du moyen terme. Mais après, voilà, en attendant, si vous voulez, vous avez besoin de faire le zigzag pour pouvoir construire la figure. Donc même chose sur l'argent, on est en train de corriger. Est-ce que c'est le point bas qui va nous permettre de rebondir? On verra. Ou est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas vers la zone des 21 $ et construire plus tard? Mais voilà, on rentre typiquement là-dedans. On est en train de rentrer, ça y est, et même le marché action éventuellement est en train de rentrer, voilà, dans une digestion. Et cette digestion va nous permettre des constructions-congestion, et ce n'est que la sortie de ces constructions-congestion, et on verra combien de semaines, combien de mois éventuellement elles mettent à se mettre en place, mais c'est la sortie de ces constructions-congestion qui nous permettront soit de reprendre la tendance de fond qui a été donnée et initiée pour la plupart des marchés, des matières premières et compagnie sur la fin d'année 2022, soit de l'annuler en cassant par le bas. Mais pour l'instant, on va plutôt privilégier la continuation. Mais il faut patienter que les figures, justement, soient construites. Voilà pour cette vidéo. Comme chaque week-end, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je peux publier en cours de semaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas, dans les commentaires, même si c'est juste pour dire salut, de me dire ce que vous pensez du marché, qu'est-ce que vous privilégiez, quelle est votre vision également, et bien comprendre un petit peu toujours cette dualité, c'est-à-dire que je vois toujours des gens se chamailler entre je suis vendeur sur telle action ou je suis acheteur sur telle action, je suis vendeur sur CAC 40 ou je suis acheteur sur CAC 40, mais c'est ok, mais vous parlez dans quel horizon de temps? Parce que comme vous l'avez vu, on peut très bien se dire méfiance à court terme, je suis vendeur parce que je crois à une correction, et donc vous croyez à une sous-vague, mais derrière c'est la grande vague. Est-ce que votre grande vague va changer? Potentiellement non. Et donc on voit bien, quelqu'un qui peut très bien jouer la sous-vague, l'autre personne pense le contraire, mais elle est en train de jouer la grande vague.
Donc les deux n'ont pas forcément tort, c'est qu'une question de timing. Les deux peuvent avoir raison, être acheteur, être vendeur, mais c'est qu'une question de timing. Et tout est lié à ça, le timing, c'est-à-dire que quand vous parlez d'un titre ou de quelque chose, il faut toujours lier votre timing. C'est-à-dire que si je vous dis je suis vendeur ici ou je ne suis pas positif sur ça, je dois vous dire à court terme, à moyen, long terme. Après, chacun va avoir ses définitions de court terme, moyen, long terme. Ça, c'est un autre débat. Mais ça aussi, il faut le définir. Qu'est-ce que vous sous-entendez par court terme, moyen terme, long terme? Mais voilà un petit peu l'importance pour moi de cela. Parce que si on ne fait pas ça, c'est du langage de sourds, c'est du bruit de marché où on a l'impression que tout le monde finalement est contre tout le monde, mais au final, si vous voulez, les deux protagonistes disent potentiellement quelque chose d'intéressant et ont tous les deux raison avec des arguments, etc. Mais c'est sur une différente échelle de temps que ça va se passer. Et donc, vous, votre profil, c'est là aussi où vous devez bien comprendre votre profil. Et c'est d'autant plus important dans ce type de marché-là, dans lequel potentiellement on est en train de rentrer maintenant, et dans lequel on était pendant une bonne partie de l'année 2022. Si vous ne connaissez pas votre profil, ça va être compliqué de pouvoir vous rattacher justement à « ok, c'est la sous-vague qui m'intéresse ou c'est la grosse vague qui m'intéresse ?» Et donc du coup, est-ce que je dois regarder tous les jours ou non? Au contraire, je dois regarder juste de temps en temps et regarder mes graphiques sur des unités de temps beaucoup plus longues. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir un petit peu sortir du cadre et en adaptant, si vous voulez, tout ce que vous utilisez, toute la technique que vous utilisez à votre profil. C'est ça, mon but également, c'est de vous projeter cela par ces vidéos un peu plus macro, d'adapter et de parler un petit peu à tous les profils. Voilà, j'espère que ça a été intéressant. Je vous souhaite une nouvelle fois un excellent week-end et je vous donne rendez-vous pour la seconde vidéo, la partie micro-analyse. Salut les graphes.